Bonsoir à tous et bienvenue dans Plus d'Actu, le magazine de BX1 qui met l'actualité en débat tous les soirs de la semaine. Le lundi, c'est notre émission entretien long format, 25 minutes avec un acteur de l'actualité. Un rendez-vous que j'ai donc le plaisir de vous présenter à nouveau. Alors ce soir, nous allons parler de l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche. Nous allons parler de la banalisation de l'extrême droite. Nous ferons également le point sur ces négociations bruxelloises qui ne décollent toujours pas. Et puis nous parlerons de mobilité et d'écologie aussi. Notre invité, c'est quelqu'un qui a annoncé son souhait de quitter le monde politique. Il a dans le passé été secrétaire d'État en charge du logement en région bruxelloise. Il a été également le président du Parlement francophone bruxellois. Et puis surtout, ces dernières années, il était le bourgmestre d'Ixelles. C'est Christos Doulkeridis que nous accueillons. Bonsoir Christos Doulkeridis. Alors, une petite précision pour commencer. Vous n'avez plus de fonction de représentation pour Écolo. Vous exprimez donc ce soir à titre tout à fait personnel. L'actualité de la semaine, ça a donc notamment été l'installation de Donald Trump à la présidence des États-Unis avec déjà un tsunami de décrets présidentiels. Est-ce que ça nous concerne ou est-ce que ça concerne plutôt uniquement les Américains? On doit prendre ça avec un peu de distance ou pas? Et prendre de la distance, de toute façon, est-ce que ça nous concerne? Inévitablement, on vit dans une planète interdépendante. Et le poids des États-Unis dans ce monde est évidemment très concret. Maintenant, on accorde beaucoup d'importance à ce qui s'y passe. C'était diffusé un peu partout. Ouais. Trop d'importance? Non, en miroir, je dirais que malheureusement, c'est ce qui ne se passe pas en Europe. Dont on ne parle nulle part finalement ailleurs, qui est problématique. Je veux dire par là que quand on regarde ces images, il faut surtout se poser la question de qu'est-ce qu'on doit faire nous, à notre niveau, là où on peut être acteur. Ouais. C'est là-dessus qu'on doit, je pense, réfléchir, d'autant que ce qui s'est passé aux États-Unis, qui était pour beaucoup d'aspects très perturbant, choquant, et je pourrais utiliser d'autres adjectifs, n'est malheureusement pas isolé. Ça se passe aux États-Unis, ça se passe en Argentine, ça se passe dans certains pays d'Europe, il y a comme ça une lame de fond qui est très lourde, qui va dans une direction qui est assez identique, qui n'est pas celle qui correspond à mes valeurs en tout cas. Et celle-là, elle est très préoccupante et elle doit nous amener, je pense, à des réactions. Oui, alors justement, certains de vos collègues appellent l'Union européenne à réagir et à réagir sans doute de manière un peu plus ferme, un petit peu plus audible et surtout à essayer de chercher une réponse collective des Européens à ce qui se passe de l'autre côté de l'Atlantique. On va écouter Saskia Brikmont, elle est membre d'Écolo, comme vous, et elle intervenait sur notre antenne, c'était lundi matin en direct du Parlement européen à Strasbourg. Il est grand temps que l'Union européenne prenne elle aussi son destin en main, adopte un projet qui pour moi doit être la poursuite du pacte vert européen, lui ajouter une dimension sociale et démocratique parce qu'on voit ce qui se passe. Le sommet organisé par Trump dans le cadre de son investiture, pour moi, était clairement un sommet de fascistes, de masculinistes, de suprémacistes blancs. Il s'est adjoint de l'extrême droite mondiale, mais aussi européenne, en invitant Mélanie, et pas du tout les chefs d'État, de gouvernement et les représentants officiels des institutions européennes. Ouais. C'est extrêmement interpellant. J'espère que ça va secouer la droite européenne qui, pour l'instant, est trop proche et trop collaborative avec l'extrême droite. Alors, d'abord, le terme de fasciste, il est adéquat? C'est celui-là qu'on doit employer ou pas? Beaucoup de propos, beaucoup d'attitudes peuvent nous faire penser en fait à des périodes qui sont les plus sombres de notre histoire. Maintenant, moi, je ne vais pas faire une grande polémique là-dedans parce que j'apprécie dans ce que disait Saskia Brikmont le fait de se dire qu'est-ce que nous, on doit faire par rapport à notre destin et pas simplement réagir à ce que les autres sont en train de faire. Est-ce qu'on est capable de proposer une réponse européenne dans une Europe où on a Giorgia Meloni, Viktor Orban d'un côté, peut-être Pedro Sanchez, Premier ministre espagnol de l'autre, on ne sait pas ce qui va se passer en Allemagne dans les prochaines semaines, le Danemark qui a peur de perdre le Groenland, on va réussir à parler d'une seule voix? Aujourd'hui, ce n'est pas possible de le faire, mais je crois que ce n'est pas parce que c'est très compliqué, c'est pas parce qu'on est quand même un tout petit peu sonné par tout ce qui est en train de se passer un peu partout qu'il ne faut pas réagir. Je crois qu'il faut beaucoup d'humilité, prendre le temps d'essayer de comprendre pourquoi est-ce que dans tous ces pays, finalement, ces gens sont élus dans des démocraties, avec des personnes, des femmes et des hommes qui votent pour ce type de régime et pour ce type de politique. Il ne suffit pas de simplement les insulter ou de les catégoriser d'une manière ou d'une autre. Je pense qu'il faut essayer d'entendre, tiens, comment se fait-il que
il puisse être attractif. Comment se fait-il qu'il puisse finalement faire adhérer plein de personnes, beaucoup plus que d'autres courants politiques. Et je crois que ça va prendre du temps, mais qu'il est temps, absolument, c'est essentiel à mon sens, de prendre avec humilité, mais aussi courage, et d'essayer d'avoir des réflexions entre libéraux, entre écologistes, entre socialistes ou sociodémocrates, entre des courants de pensée qui ne pensent pas à 100% la même chose, qui ont des options politiques parfois différentes, mais qui partagent néanmoins des valeurs qui sont totalement à l'opposé de ce qu'on est en train d'assister au niveau des États-Unis. Il faut que, contre la droite la plus réactionnaire. Si on veut que notre modèle sur lequel on croit, c'est-à-dire celui qui ne consiste pas à avoir peur d'un étranger quand on voit un étranger, à ne pas avoir peur de l'égalité entre les femmes et les hommes, à ne pas avoir peur de pouvoir se dire que les gens ont envie de vivre tels qu'ils sont et à ne pas les catégoriser, à ne pas les juger, à ne pas les condamner, à avoir la réalité de ce que représente le dérèglement climatique pour nos politiques. À Davos, il y avait un sommet, c'est les spécialistes du monde économique qui pointent comme premier enjeu, comme premier risque pour l'ensemble de la planète, à court terme, la désinformation, et dans les 5 ans, et dans les 10 ans, on pointe le dérèglement climatique. Et le dérèglement climatique, il est déjà extrêmement préoccupant aujourd'hui. Donc, on doit arrêter avec dogme de balayer ça parce que ça ne nous arrange pas ou parce que ça n'arrange pas les entreprises qui nous soutiennent et qui soutiennent ce type de femmes et d'hommes politiques. Alors, le principe de cette émission, le vendredi, Christos Zoukirdi, c'est aussi d'accueillir des questions du public. Vous pouvez nous les envoyer, vos questions, soit sur les réseaux sociaux des comptes de BX1, soit directement par mail avec l'adresse plusdactu@bx1.be. Parmi ces questions, on a sélectionné celle de Sébastien de Smet qui nous dit Donald Trump, c'est une bénédiction pour les discours d'extrême droite. Je suis très pessimiste pour l'avenir. Le rattache d'écolo aux dernières élections n'était pas du coémère, mais aussi à un positionnement trop à l'extrême gauche et trop islamiste, ce sont ses propos. Il y a un boulevard pour une politique de libéralisme social et écologique, et il ajoute au boulot Christos. D'abord sur l'analyse, la question sur le positionnement d'écolo. Vous êtes d'accord, écolo a fait une erreur de positionnement pendant la dernière campagne électorale Je pense qu'il y a eu plusieurs problèmes de positionnement, cela dit. D'abord, si on prend les dernières élections, qui sont les élections communales, moi je ne parlerai pas d'échec du parti écolo. À Ixelles, où j'étais candidat, on a fait 28,5%, on est le premier parti. Et dans plein d'autres communes bruxelloises notamment, on fait des résultats plus qu'honorables. Effectivement, lors des élections du mois de juin, régionales, fédérales, européennes, nos résultats étaient très bas. Et je partage le fait que quand on voit l'état du monde, et là je le dis vraiment, pas simplement parce que je suis écologiste, mais parce que justement, il suffit de regarder la réalité. Le défi climatique est le défi qui doit nous préoccuper de manière principale. Et on a donc une responsabilité, quand on est dans des partis écologistes, à se concentrer sur ce type d'enjeu et à montrer que nous sommes crédibles, efficaces et qu'on peut apporter des réponses. Donc il faut se recentrer sur les questions écologistes. Ce qui me rassure, c'est que là où on a fait les meilleurs résultats, à savoir dans les élections communales, ça a été surtout dans les communes où on a été au pouvoir. Ça veut dire que contrairement à toute une série d'histoires qu'on a pu entendre dans les réseaux sociaux, dans la campagne et tout ça, les gens font confiance aux écologistes quand ils sont aux manettes et quand ils manœuvrent. Alors, c'est pas si simple, parce qu'en fait, avoir de l'action dans nos démocraties est plus compliqué que quand un président comme Trump, devant des caméras, signe des décrets et qui ont porté de loi quasi immédiatement. Et donc c'est clair qu'on doit améliorer nos démocraties pour qu'elles soient aussi plus efficaces, pour que les gens puissent voir qu'il y a entre le discours et la réalité, une réaction qui peut directement avoir lieu parce qu'il y a une espèce de découragement dans la démocratie. C'est quelque chose qui dépasse largement les écologistes, en fait. Ça, c'est un vrai enjeu sur lequel on doit absolument travailler. Et les messages qui sont envoyés par les partis qui sont plus à la droite et qui sont plus populistes et qui sont plus à la botte des tout grosses entreprises, en fait, parce que c'est clairement ça qui est en train de se passer, doit justement nous faire nous ressaisir et nous montrer qu'il y a une autre voie qui est possible dans un cadre démocratique plus respectueux. Alors, deuxième grand chapitre de cet entretien, je voudrais le consacrer aux négociations en région bruxelloise. On va commencer avec un appel du pied. Il est signé Christophe de Beuquelard et c'était ce matin sur BX1 dans notre matinale. Bonjour Bruxelles.
Oui, le Parti socialiste, moi je les invite à prendre conscience de la gravité de la situation dans laquelle on est et de revenir à la table des négociations, mais Écolo aussi et Défi aussi sont des partis qui ont la clé de la solution en main. S'ils décidaient demain de revenir sur le refus de monter dans un gouvernement et de venir à la table des négociations, on pourrait avoir un gouvernement très rapidement, en quelques semaines, et d'ailleurs très ambitieux sur le plan environnemental et sur le plan de la gouvernance. Ce sont des sujets qu'on partage chez les engagés avec Écolo et Groen. On connaît la réponse d'Écolo, Zaka Katabi et Marie Lecoq l'ont déjà dit à plusieurs reprises clairement, le parti a perdu les élections, il doit aller dans l'opposition. Cette réponse-là, elle est définitive, Christos Zoukouris, ou elle pourrait évoluer si la crise gouvernementale qu'on est en train de vivre à Bruxelles perdure? Je ne connais pas la réponse que fera Écolo. Ce que je peux vous dire, c'est que je pense que dans ce monde, on ne doit jamais rien considérer de définitif, premièrement. Deuxièmement, sur le message qui a été envoyé par les électeurs. Parfois, j'ai entendu qu'on disait que les électeurs d'Écolo ont voté pour qu'on soit dans l'opposition. Je pense que ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas dire. Quand les électrices et les électeurs votent pour un parti, ils veulent vous voir au pouvoir. Ils veulent nous voir forcément agir. Et donc, il y a des élections où on a 20%, des élections où on a 10%. Mais avec le pourcentage qu'on reçoit, on doit faire le maximum pour être efficace. Et là, se pose la question de comment est-ce qu'on est le plus efficace. Et ce n'est pas simple dans le contexte où on a eu les partis qui sont à la manœuvre aujourd'hui, le MR, qui a littéralement insulté les écologistes et les politiques écologistes pendant des mois et des mois et des mois, de simplement, maintenant qu'ils sont dans une impasse, se tourner vers Écolo et dire « prenez vos responsabilités ». Donc je pense que... Ça veut dire que ce n'est pas crédible pour vous, cet appel du pied? Je pense que globalement, ce n'est pas tout à fait crédible. Et que s'ils veulent être crédibles, c'est d'autres actes et d'autres paroles qu'ils devraient mettre sur la table. Peut-être aussi avoir un peu l'humilité de reconnaître que quand on a semé autant de haine envers les écologistes pendant des mois et des mois de campagne, peut-être qu'à un moment donné, c'est un peu trop facile de se dire « venez », alors qu'on a l'impression quand même que c'est une manœuvre politique pour essayer de mettre un peu la pression sur d'autres partis pour qu'ils reviennent sur la table des négociations. Le fait que dans cette négociation, il y ait des présidents de partis comme Maxime Prévost ou Georges Boucher qui soient impliqués dans ces négociations bruxelloises, et qu'en plus on est au même moment des négociations fédérales, ça a un petit peu compliqué les choses? Est-ce que les propos de M. Boucher ont aidé à constituer quoi que ce soit à Bruxelles? Je ne le crois pas. Je pense qu'il a vraiment systématiquement pris la parole pour plutôt compliquer les choses que l'inverse. Maintenant, ne restons pas sur ce jeu-là, qui est un jeu le pire, en fait, c'est le jeu le plus politicien. Il y a une situation très préoccupante à Bruxelles. Ouais. Vous êtes inquiet sur la région ou pas? Évidemment que je suis inquiet, parce que ce qui se dessine à l'échelle fédérale ne sera pas favorable à Bruxelles. Et que si le gouvernement bruxellois et si les Bruxellois dans leur ensemble, et là où je peux rejoindre les appels de M. de Beukelaar ou d'autres, c'est qu'on va avoir besoin de tout le monde, de tous les Bruxellois et de tous les partis, francophones comme néerlandophones, pour pouvoir essayer de défendre au mieux les intérêts de cette capitale, les intérêts de leurs habitants. On peut faire ça avec on peut faire ça avec la NVA à bord, la NVA dans une majorité bruxelloise ou pas? C'est normal qu'on puisse considérer que c'est le plus compliqué, le plus difficile, parce qu'on sait que la NVA, dans ses position, dans son programme, a une vision de Bruxelles qui n'est pas une vision d'une région à part entière. Ouais, ça veut dire qu'il faudra mieux s'en passer ou pas? Mais si c'est possible de s'en passer, très sincèrement, je comprends celles et ceux qui essaient de le faire. Maintenant, il y a la réalité des chiffres. Et on ne peut pas faire n'importe quoi. Et il faut respecter la démocratie. Mais la première chose à faire pour celles et ceux qui se présentent comme les négociateurs principaux, Monsieur David Lester d'un côté et Madame Elke van den Brand de l'autre côté, c'est d'abord ensemble d'essayer de s'entendre, de se respecter. Il faut plus de respect. C'est pas le cas aujourd'hui? Je pense que si je compare, moi, la politique aujourd'hui avec la politique il y a quelques années, il y a moins de respect entre le personnel politique. Il y a moins de connaissance du personnel politique. Or, notre job, en fait, quelle que soit notre couleur politique, c'est de trouver des accords avec les autres. Et à un moment donné, quand on ne se respecte pas suffisamment, forcément, c'est plus compliqué. Donc, je pense que chacun doit mettre un peu plus d'efforts dans le respect de l'autre, quand on fait des déclarations aussi pour essayer de montrer qu'on va se passer, par exemple, de la minorité néerlandophone, je pense que ça ne va pas dans le bon sens. Quand on fait des déclarations pour attaquer un parti de manière caricaturale, forcément, on est moins attractif et on ne donne pas l'impression qu'on va être respecté. Donc, tous ces efforts-là doivent absolument avoir lieu et le plus rapidement possible si on veut envisager autre chose. Il y a un danger maintenant, c'est que la région bruxelloise soit finalement réformée de l'extérieur.
à partir du niveau fédéral. Un point précis peut-être, parce que vous avez été bourgmestre pendant 6 ans, donc en charge de la sécurité à Ixelles. Ixelles, c'est la zone Paul Bru, donc avec la ville de Bruxelles. La fusion des zones de police, c'est une bonne ou c'est une mauvaise idée? Je pense que c'est pas régler un problème en fait. Les zones de police telles qu'elles fonctionnent là ne sont pas le problème de la sécurité à Bruxelles. Le problème de la sécurité à Bruxelles, ce sont les moyens qui dépendent aussi du fédéral. Et finalement, au lieu d'apporter des réponses là-dessus, en se disant on va investir dans la recherche, dans le soutien qu'on peut faire pour pouvoir engager du personnel concrètement, pour pouvoir soutenir la justice, on vient avec des réformes institutionnelles qui sont toujours utilisées en fait quand on n'a pas d'autre solution. Et bon, ils peuvent y aller, peut-être qu'ils le feront. Je pense que ça ne répond absolument pas à un problème de fond qui existe à Bruxelles et que les zones de police fonctionnent plutôt bien. Elles pourraient faire plus de synergie et elles sont prêtes à le faire et je crois qu'on est en train de faire un peu d'enfumage pour éviter de prendre ses responsabilités. Alors on était à Ixelles, on va y rester pour la troisième partie de cet entretien. On rappelle qu'après les élections d'octobre, Écolo était arrivé en tête mais qu'il y a eu une alliance MR engagée PS qui vous a renvoyé dans l'opposition. On va écouter le premier échevin de cette nouvelle majorité, c'est Gauthier Callom, membre du MR. Il annonçait un changement de politique en matière de mobilité, c'était sur notre antenne et c'était le 6 janvier. L'idée, c'est effectivement de pouvoir rouvrir cette jonction entre les deux étangs. On pourra repasser entre les deux étangs. Ça, c'est effectivement ce sur quoi on travaille. La partie d'un côté des étangs qui est piétonne aujourd'hui, elle restera piétonne ou pas? Alors là, en l'occurrence, c'est toujours en discussion, mais l'idée, c'est effectivement de garder ce côté de manière plus apaisée, mais de l'organiser, de faire en sorte qu'il puisse être mieux pratiqué qu'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, évidemment, on a mis des blocs de béton, mais en gros, il n'y a pas grand-chose qui a changé, si ce n'est que les voitures ne savent plus y circuler. Mais en tout cas, sur la jonction, ça, c'est un engagement ferme qu'on avait pris. Elle sera réouverte pour permettre aussi à des voiries et à des artères résidentielles comme l'avenue Jobernier, par exemple, de pouvoir aussi respirer et de voir un trafic un petit peu se soulager dans ces artères voisines. Alors, on ne va pas descendre trop au niveau local, Christos Dokeridis, mais quand même, est-ce que c'est sur la mobilité et le fameux plan Good Move qu'Écolo a perdu les élections, celle d'octobre et celle de juin? Je crois qu'il y a une musique qui a existé, qui a été entretenue très très fort par M. Callom et les membres de son parti. Et en même temps, c'est étonnant parce qu'en fait, le MR, c'est encore mouvement réformateur, je pense. Mais il ne faut pas faire de réforme. Donc, quand quelque chose est bloqué et quand quelque chose ne va pas, et on sait qu'il y a un problème à la fois sur le climat et sur la mobilité, il ne faut surtout pas essayer autre chose. Dès qu'on a essayé autre chose, ce n'était pas bon. Le MR a dit il faut étudier les choses. Il faut le faire sans dogme. Et finalement, ce qui me surprend en fait avec la réaction, ce n'est pas tellement qu'on puisse encore changer les choses. Moi, j'étais prêt moi-même à changer et à faire évoluer le modèle. C'est qu'on le fasse de manière très dogmatique en disant on a fait la promesse électorale, comme c'est dans le programme, on va le mettre en place. Mais il faut de la concertation, il faut étudier les situations. Sociaux, quand même, et donc, je trouve dommage, finalement, de faire la démonstration que le dogme, peut-être qu'il était ailleurs que là où on l'a pointé. Sur nos réseaux sociaux, on a quand même reçu beaucoup de messages sur cette question de la mobilité qui vous sont dans l'ensemble très hostiles, qui parfois vous visent personnellement, avec des internautes qui majoritairement souhaitent quand même un changement de politique sur cette question-là. Un message, François Leloup, Pontfréteur bloqué, Bois de la Cambre bloqué, bloquer les citoyens dans leur quartier, augmenter la pollution, bloc aux étangs, bloc rue de Hénin, sens unique qui vous font tourner la tête et prix de stationnement hors de prix. Est-ce que vous n'avez pas voulu avancer trop vite? Est-ce que vous êtes sûr d'avoir eu l'adhésion suffisante de la population sur ces questions-là? Ce qu'il faut surtout éviter, c'est de donner trop de crédit à des personnes qui monopolisent pratiquement le débat dans les réseaux sociaux. Il y a quelques personnes. Généralement, ça se fait en plus avec un manque de nuances extraordinaire, avec des insultes ad hominem parfois, qui sont incroyables. On peut en fait donner son avis sans être obligé d'insulter l'autre. Et je constate que si on se focalise là-dessus, on se trompe aussi dans l'expression de l'opinion publique. Moi, je croise aussi énormément de personnes qui sont choquées à l'inverse de ce qu'on puisse reculer par rapport à un certain nombre d'avancées qui ont pu être faites sur la législature où j'étais justement aux commandes de la commune. Maintenant, moi j'ai toujours dit, ce sont les arguments qui comptent, c'est les études scientifiques. Si on peut atteindre les mêmes objectifs et qu'il faut modifier quelque chose, mais évidemment qu'il faut le modifier. Il faut simplement ne pas le faire de manière dogmatique. Or là, c'est beaucoup de dogmes et c'est rarement en fait des situations extrêmement concrètes. Et quand il y a eu des soucis,
on a essayé de les régler, et il y a encore des choses qui pouvaient l'être, et j'étais tout à fait prêt à le faire. J'espère que la commune le fera maintenant. Ouais, le 13 octobre, Écolo était en tête, le MR était juste derrière, quasiment à égalité. C'est le Parti socialiste qui a fait basculer la majorité dans une autre direction. Est-ce que vous en voulez à Romain Derôme, qui est devenu bourgmestre, ou est-ce que c'est oublié aujourd'hui? J'en veux à personne. Vraiment, chacun fait la politique comme il le sent. C'est pas ma façon de faire la politique. Je le disais, si je voulais absolument garantir ma place, j'aurais pu aussi faire des alliances qui correspondaient pas spécialement à mes valeurs. C'est pas ce que je souhaitais. J'avais annoncé la couleur, je suis cohérent par rapport à ce que j'avais dit, et chacun fait comme il le veut, et pour moi, c'est passé. Ouais, alors, on va se poser la question de votre avenir, si vous voulez bien. Vous aviez annoncé très vite que vous souhaitiez arrêter la politique. Il y a quelques jours, sur le réseau LinkedIn, vous avez même annoncé que vous cherchiez un nouvel emploi. Ça a été très commenté. Un message du public encore. Frédéric Segers, pourquoi quitter la politique? Je ne suis pas toujours d'accord avec vous, mais Écolo est en train de se réinventer et a besoin de personnalités compétentes, expérimentées, dynamiques. Il n'y a pas qu'Ixelles dans la vie. La région a besoin de gens comme vous. Est-ce qu'il va vous convaincre de rester en politique, Frédéric, ou pas? En fait, je ne quitte pas. Si vous voulez faire de la politique, ça veut dire beaucoup de choses différentes. Alimenter le débat public, je vais absolument continuer à le faire. Je voudrais vraiment le faire. Simplement, occuper un mandat... Vous n'allez pas aller élever des chèvres dans le Cantal, quoi? Normalement pas. Si je vais élever des chèvres quelque part, ce ne sera pas dans le Cantal. Donc, en tout cas, occuper un mandat exécutif important, c'est quelque chose que je ne souhaite plus faire. Mais... je crois que le monde est dans une situation, et quand je dis le monde, c'est tant mon quartier que ce qui se passe ailleurs, parce qu'on doit regarder ce qui se passe ailleurs, tellement préoccupante que moi je ne peux pas, avec tout ce que j'ai fait jusqu'à présent, considérer que j'arrête tout, ils ont qu'à se débrouiller. Ça veut dire que vous allez garder une expression publique. Je souhaiterais, si possible, en tout cas, être un acteur, d'une manière ou d'une autre, de l'évolution de ce monde. Et il y a effectivement, tant chez moi que chez plein d'autres personnes, tout à l'heure je vous disais, je crois que face à la lame de fond qui existe, qui est très conservatrice, qui est très protectrice de très grands intérêts financiers, qui est très dangereux, je pense, pour nos démocraties, pour nos femmes, pour les hommes, pour les enfants, pour les générations qui viennent, je crois qu'on doit essayer d'avoir des personnes aussi qui sont capables de ne pas être uniquement dans leur camp, qui sont capables de discuter avec d'autres. Je crois qu'il y a tout ce qui est en train de se passer. Vous vous placez dans la politique ou en dehors de la politique? Dans le débat public, ça je comprends bien. Christos Doulkiridis, est-ce que vous avez envie de reprendre du service à Écolo, ou est-ce que vous faites un petit pas de côté et ce sera plus au nom d'un parti politique que vous exprimerez demain? Exactement. Ce un sera pas de côté. Plutôt ça. Ouais. Vous resterez au conseil communal à Ixelles? Comme beaucoup de citoyens, en fait, qui ont un mandat communal qui est totalement bénévole, avec des réunions une fois par mois, je pense que ça vaut la peine. J'ai été élu lors des dernières élections, et sauf s'il y a vraiment un contre-ordre avec un métier que je pourrais trouver où il y aurait une incompatibilité, je pense que c'est un pied au niveau le plus bas possible qui est important et que je souhaite garder. Vous avez publié donc votre CV sur LinkedIn. Vous pensez à quoi comme futur professionnel? C'est compliqué. Vous savez, c'était pas si simple de publier son CV, même de le rédiger et puis de le mettre. Mais en même temps, je trouvais que c'était très important, par humilité, de montrer qu'en fait, on est des femmes et des hommes comme tous les autres. Et c'est pas parce qu'on a été visibilisé dans les médias à certains moments, qu'on a eu des postes comme bourgmestre ou comme ministre, qu'en fait... Il n'y a pas de parachute doré. Il n'y a pas de parachute doré. Et donc, à un moment donné, comme tous les autres, et il y a énormément de personnes qui se retrouvent dans ces situations, on doit s'inscrire à l'ENEM, on doit rédiger un CV, on doit passer des épreuves, des candidatures et tout le reste pour pouvoir essayer de trouver un avenir professionnel qui fait sens. Et le fait de l'avoir fait, j'ai reçu plein de commentaires, notamment aussi d'autres personnes qui n'ont pas eu la même visibilité que la mienne, mais qui étaient aussi du personnel politique, qui recherchent en fait, parce que c'est ça aussi la démocratie, il faut l'accepter dans son entièreté, à savoir que c'est un mandat où on peut être élu ou ne pas être élu. Et donc forcément qu'il y a des personnes qui sont en train de rechercher un mandat, un métier. Il y a des postes, il y a des pistes ou il n'y a pas de pistes? J'ai quelques pistes qui sont là, qui sont parfois concrètes, parfois un peu moins, et puis on va voir. Voilà. Merci d'avoir été notre invité, Christos Doulkiridis. Plus d'actu, c'est donc fini pour ce soir. Je vous donne rendez-vous lundi matin à partir de 6h58 pour notre matinale Bonjour Bruxelles. C'est à la fois en télé et sur notre radio DAB+. Et lundi, on recevra notamment Luc Toussaint de la CGSP Enseignement. Il y aura grève dans le monde enseignant lundi. Merci d'avoir été là au rendez-vous de Plus d'actu. On vous souhaite un excellent week-end et à lundi.